L'email est tombé dans ma boîte à 6 heures. Objet, politique de rémunération révisée. Une seule ligne a effacé 6 mois de mon travail. Pas de réunion, pas d'explication. Juste un document expédié à la va-vite qui m'a retiré ce que j'avais gagné. Il pensait non que je me tairais, mais je ne plie pas. J'avais déjà conçu un garde-fou technique au cœur même des outils dont ils dépendent, un mécanisme qu'ils ne soupçonnaient pas que je contrôlais. Quand leurs rapports du matin ont disparu, leur assurance aussi, avant de poursuivre, vous nous regardez d'où? Si vous avez déjà vu l'arrogance se déguiser en politique, mettez un like et abonnez-vous. Croyez-moi, la suite vaut le détour. La coupure fut nette, banale et conçue pour piquer sans laisser de traces. Greg Turner, mon manager à l'éternel rictus et à la coupe de cheveux bon marché, passa devant mon bureau un mardi matin. Il ne s'assit pas, n'abaissa pas la voix et ne prit même pas la peine de masquer son mépris lorsqu'il lança « Rebecca, ta prime du 2e trimestre n'aura pas lieu. Nouvelle politique, tu comprends, non ?» Puis il s'éloigna déjà, riant de quelque chose sur son téléphone, avant même que je puisse répondre. Voilà tout. Aucune discussion, aucune reconnaissance, aucun respect. Je fixai la tasse de café, à moitié vide, posée sur mon bureau, ce même bureau où j'avais conçu le système d'analytique qui faisait désormais tourner toute l'entreprise. Un système déployé 6 mois plus tôt, présenté comme révolutionnaire. Le jour du lancement, les tableaux de bord s'illuminèrent comme un feu d'artifice du 14 juillet. Les investisseurs applaudirent, les dirigeants se vantaient, et chaque département jura soudain par les chiffres que j'avais créés. Une seule chose manquait, mon nom. Il l'avait effacé de chaque présentation, chaque remerciement, chaque annonce. Quand le PDG encensa le système visionnaire qui fait de nous un leader du marché, Greg sourit comme si c'était son invention. Et maintenant, il avait décidé que je ne méritais pas la prime contractuellement liée à ce succès. La plupart auraient avalé l'affront, se disant qu'un salaire reste un salaire, et seraient de rester discret pour survivre. Mais je ne reste pas discrète. Pas lorsqu'on m'efface volontairement. Pas quand on confond mon silence avec de la faiblesse. J'avais bâti l'ossature de ce bureau, alors que Greg bricolait encore des tableurs dépassés. Et je l'avais fait avec assez de clairvoyance pour me protéger exactement contre ce moment. Je refermai mon ordinateur lentement, non pas par défaite, mais par calcul. Il pensait que je n'étais qu'une abeille, ouvrière remplaçable, facile à sacrifier, encore plus facile à ignorer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais le détonateur branché à tout leur empire et que Greg Turner venait d'allumer l'étincelle. La coupure n'était pas la fin de mon histoire, c'était le début de la leur qui s'effilochait. La mèche que j'avais posée était cachée à la vue de tous, enfouie au cœur d'un contrat que personne, à part moi, n'avait pris la peine de lire. 2 ans plus tôt, lorsque la société avait exigé un accord de licence pour couvrir la plateforme d'analytique que j'avais créée, j'avais insisté pour rédiger moi-même l'annexe technique. Greg avait levé les yeux au ciel et lâché « Le service juridique nettoiera ça, de toute façon ». Mais je savais que le juridique ne scrute jamais vraiment les clauses standards et que les dirigeants parcourent les contrats comme ils parcourent leurs emails. C'était mon ouverture. Clause 13.2, sous-section D, une ligne banale qui ressemblait à du remplissage pour quiconque ne prêtait pas attention. Elle disait « Dans le cas où le responsable technique désigné ne serait pas payé ou indemnisé pendant plus de 72 heures, la licence sera considérée comme nulle et non avenue, mettant fin à tous les services associés sans autre préavis. » Une phrase simple, presque invisible au milieu de dizaines de pages de définition, de planning et de jargon technique. Elle ne me protégeait pas seulement, elle me donnait le contrôle absolu. La licence n'était pas au nom de l'entreprise, elle était à mon nom, ma signature, mon autorité. S'il manquait à me compenser, il manquait au système lui-même. J'avais rédigé cette clause un dimanche soir, dans mon petit appartement, ordinateur posé sur mes genoux, après avoir vu comment des managers comme Greg s'appropriaient le travail des autres et enterraient les créateurs sous des couches de hiérarchie inutiles. Moi, je ne comptais pas être enterré. Je ne comptais pas être effacé. Alors j'avais armé le système comme une bombe silencieuse, sans tic-tac, sans fil à sectionner, indétectable, jusqu'à son déclenchement.
Pendant 2 ans, je n'en avais pas soufflé mot. J'avais regardé les rapports trimestriels, s'empiler avec mes graphiques en couverture glacée, écouté les dirigeants se vanter de leur nouveau système, souri poliment, tandis qu'ils feignaient de me voir comme une simple analyste. La mèche que j'avais construite restait là, dormante, en attente. Et quand Greg a supprimé ma prime avec son petit rictus suffisant, il ne m'a pas seulement privé d'argent, il a déclenché exactement la condition que j'avais conçue pour faire exploser leur illusion de contrôle. Le déclencheur silencieux commença par un simple email. Je n'ai pas haussé la voix, je ne suis pas allé tempêter dans le bureau de Greg Turner, je n'ai même pas pris la peine d'expliquer pourquoi une politique ne lui donnait pas le droit d'effacer mon travail. J'ai simplement ouvert ma boîte de réception et tapé un objet en 4 mots à l'attention du service juridique interne. FYI, problème potentiel contrat. J'y ai joint l'accord de licence que j'avais signé 2 ans plus tôt, surligné la clause 13.2 et cliqué sur Envoyer. Pas de drame, pas de discours, juste une preuve tranquille, en attente dans la file de légal. Puis, je suis partie à 17h comme si de rien n'était. Je savais que la mèche était allumée. À 3h12, le rapport automatisé du directeur financier échoua. Sa boîte de réception, habituellement remplie de graphiques impeccables, arriva vide. À 4h, les bips des téléavertisseurs DevOps retentirent, les ingénieurs se ruant alors que les serveurs renvoyaient une seule ligne brutale. Licence non reconnue. Contactez le titulaire du compte. Le titulaire, ce n'était pas l'entreprise, c'était moi. Les écrans des salles de réunion s'éteignirent. Les tableaux de bord KPI des ventes et des opérations affichèrent des codes d'erreur. Au moment où les premiers managers arrivaient, mug de café à la main, chaque métrique sur laquelle ils s'appuyaient avait disparu. Le bourdonnement discret des données qui leur donnait l'illusion de puissance avait été coupé net, comme l'oxygène. J'imaginais la panique. Mark Reynolds, le CFO, défilant fébrilement les journaux système à l'aube, répétant que ce devait être un bug. Greg cherchant des excuses de problèmes techniques temporaires alors qu'il ne pouvait pas expliquer pourquoi son propre rapport de prime avait disparu. Les dirigeants frappant à la porte de Liti en exigeant des réponses tandis que Liti répétait que le problème n'était pas technique, il était contractuel. Je n'avais pas besoin de voir la scène. Je savais exactement comment cela se déroulerait, car j'avais moi-même rédigé la condition. Au moment où il retenait ma compensation, la licence passait de valide à caduque, et chaque requête, chaque rapport, chaque prévision s'effondrait en temps réel. Pas de sauvegarde, pas de dérogation, pas de solution de contournement. Ce n'était pas du sabotage. C'était l'application stricte des termes qu'ils avaient signés. C'était ça, la beauté. Je ne les avais pas piratés, je n'avais rien cassé, je n'avais même pas touché au système. J'avais simplement laissé le contrat exécuter ses propres règles. Le déclencheur silencieux n'a pas retenti comme une explosion, mais dans ces bureaux, c'était tout comme. Les téléphones sonnaient, sans discontinuer, les investisseurs réclamaient leurs chiffres, les managers réalisaient qu'ils n'avaient plus aucune visibilité sur les ventes, les dépenses ou les prévisions. Une machine à 1 milliard stoppée net, parce qu'on avait annulé la prime d'une analyste. À 7h, le service juridique avait lu mon email. À 8h, Rebecca Lee franchissait les portes de la direction avec l'accord en main. Et à ce moment-là, tout le monde savait. Le système resterait dans le noir jusqu'à ce que je décide du contraire. La panique commença à 8h15 quand Rebecca Lee, notre juriste interne, entra dans la salle de direction avec le contrat que j'avais surligné la veille. Je n'étais pas dans la pièce, mais je peux l'imaginer comme si j'étais assise à la table. Le directeur financier, Mark Reynolds, blême après une nuit sans sommeil, avait déjà convoqué l'IT, la finance et les opérations pour comprendre pourquoi tous les tableaux de bord de l'entreprise étaient éteints. Les écrans, habituellement remplis de graphiques soignés, n'affichaient plus que des codes d'erreur et un seul message. Licence non reconnue. Contactez le titulaire du compte. Il ne fallut pas longtemps au service juridique pour assembler les pièces du puzzle. Rebecca Lee ouvrit son classeur, ajusta ses lunettes et posa une question qui trancha net le brouhaha. La responsable technique désignée a-t-elle été entièrement rémunérée ce trimestre? Les RH marmonnèrent quelque chose à propos de mon statut toujours actif.
Rebecca répéta la question, plus lentement cette fois, chaque mot tombant comme un coup de marteau. A-t-elle été payée? Le silence s'abattit sur la salle. Finalement, la finance admit que ma prime du 2e trimestre avait été retenue. Mark Reynolds jura entre ses dents, comprenant aussitôt ce que cela signifiait. Rebecca referma son classeur avec un léger claquement qui dut résonner comme un coup de feu. Alors l'entreprise est en violation, déclara-t-elle. Chaque rapport publié depuis minuit est invalide. Chaque mise à jour aux investisseurs, chaque dépôt réglementaire, chaque prévision, tout repose désormais sur une licence caduque. Greg Turner tenta de rire pour désamorcer. Sans doute s'était-il renversé dans son fauteuil, arborant son éternel sourire suffisant. Cette clause n'est que du standard, aurait-il dit. Elle ne peut pas vraiment nous bloquer pour un détail pareil. Mais Rebecca Lee ne souriait pas. Elle est exécutoire, répliqua-t-elle, glaciale. Je l'ai confirmé ce matin avec le fournisseur. La licence est directement liée à son statut de rémunération. Tant qu'elle n'est pas payée, rien de ce que vous produisez n'a de valeur légale. À ce moment-là, la pièce dut sombrer dans un silence absolu, troublé seulement par le ronronnement des projecteurs affichant des écrans vides. Marc devait se masser les tempes, calculant combien de temps il pourrait les survivre sans chiffres. Les investisseurs appelleraient dans les heures suivantes. Les dépôts réglementaires seraient en retard dès le lendemain. Les contrats se bloqueraient, les audits signaleraient des incohérences et tout remonterait à la décision de Greg de supprimer la prime d'une simple analyste. La panique, ce n'était pas le chaos, c'était la prise de conscience autour de cette table qu'il n'avait plus aucun contrôle. Greg pensait que « j'étais jetable ». Désormais, toute l'entreprise savait qu'il avait dégoupillé la grenade posée sous leur bilan. L'appel arriva ce soir-là, bien après que les bureaux se soient noyés dans le chaos et bien après que Greg Turner ait épuisé toutes ses excuses. Mon téléphone s'alluma avec un numéro inconnu, mais je savais qui c'était avant même de décrocher. Les PDG n'appellent pas les analystes, sauf quand le sol brûle sous leurs pieds. « Rebecca !» dit Carter Hayes sans préambule. Sa voix n'avait plus rien de l'assurance lisse que j'avais entendue lors des assemblées générales ou des bilans trimestriels. « Il faut qu'on parle !» Je laissai le silence durer juste assez pour lui rappeler à quelles conditions cette conversation avait lieu. Puis, je répondis calmement. « J'imagine que cela concerne la licence. » Il expira brusquement, comme quelqu'un qui s'attend à de mauvaises nouvelles. Que faudra-t-il pour arranger ça? Les investisseurs sont furieux. Marc me dit que nous sommes en violation, et le service juridique, disons simplement qu'il a clarifié ta position. Je ne jubilais pas, je n'élevais pas la voix. J'ouvris simplement le PDF que mon avocat avait rédigé des semaines plus tôt, en prévision de ce moment précis. C'est très simple, dis-je d'un ton posé. Premièrement, virement immédiat de ma prime du 2e trimestre dans son intégralité, assorti d'une pénalité de 40% pour violation. Deuxièmement, un rachat à 6 chiffres de la clause 13.2 afin de transférer la licence entièrement à l'entreprise. Troisièmement, une reconnaissance publique de mon travail lors de la prochaine assemblée générale. Silence. Je l'imaginais serrant son téléphone plus fort, calculant le coût de la conformité face au coût de l'effondrement. Quand il reprit enfin la parole, sa voix était basse et amère. « On aurait dû te payer cette foutue prime. »« Oui, répondis-je froidement. Vous auriez dû. » Je ne lui offris aucun réconfort, aucune ouverture à la négociation. Vous avez 24 heures, après quoi le fournisseur enclenchera la procédure d'escalade et chaque organisme de régulation lié à vos dépôts saura que ce système est invalide. À vous de choisir. Je mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. L'appel n'était pas une réconciliation. C'était le bruit du pouvoir qui change de camp, la prise de conscience, dans son silence, que les fondations de son entreprise m'appartenaient, et qu'il venait tout juste de découvrir à quel point son empire était fragile. La partie d'attente commença au moment même où je raccrochais au nez de Carter Hayes. Je ne fis pas les 100 pas. Je ne vérifiais pas mon téléphone toutes les 5 minutes. Je posai le document sur mon bureau, arrosai la fougère dans le coin de mon appartement et me servis un verre de vin.
Dehors, la ville bourdonnait avec la même insouciance habituelle, mais à l'intérieur de leur siège, je savais que l'air devenait irrespirable. Mark Reynolds devait recalculer frénétiquement les projections de coûts, le service juridique rédigeait des notes de risque, et Greg Turner s'épuisait à justifier comment sa décision de politique interne avait fait exploser le système le plus critique de l'entreprise. Je n'avais pas besoin de voir la scène. Il tournerait en rond, s'angoisserait à chaque appel d'investisseur et prierait pour que je cède la première. Mais j'avais construit cet instant pour durer. Pendant 72 heures, les tableaux de bord resteraient noirs, chaque indicateur figé dans le vide. Chaque heure sans dépôt réglementaire était un titre de presse en attente. Chaque question d'investisseur laissée sans réponse, un clou de plus dans leur crédibilité. Je ne les pressais pas. Je laissais le temps faire le travail. Dès le lendemain matin, ma boîte mail débordait de messages de plus en plus désespérés, chacun plus conciliant que le précédent. Pouvons-nous revoir les termes ? Serait-il possible de négocier la pénalité ? Peut-être que la reconnaissance publique n'est pas nécessaire ? Je les ignorais tous. La partie d'attente n'était pas une négociation. C'était le rappel d'une vérité qu'ils avaient effacée de chaque rapport, de chaque réunion, de chaque conversation. Les fondations sur lesquelles ils s'appuyaient étaient les miennes, et je n'étais pas pressé de les leur rendre. L'échec des négociations ne s'est pas joué dans mon appartement. Il s'est déroulé derrière les parois givrées de la salle de conférence de direction, mais la nouvelle a circulé assez vite. Mark Reynolds avait convoqué une réunion d'urgence avec le service juridique, les opérations et Greg Turner, assis à l'autre bout de la table, le visage écarlate. Carter Hayes participait par téléphone, la voix sèche, exigeant des réponses qu'aucun d'eux n'avait. Rebecca Lee posa de nouveau le contrat bien à plat devant eux, son ton imperturbable. Il n'y a aucune faille. La licence est caduque tant que Rebecca Cole n'est pas compensée comme l'accord l'exige. Toute tentative d'exécuter des rapports en ce moment est non conforme et expose l'entreprise à des sanctions réglementaires. Greg se pencha en avant, la voix montant d'un cran. C'est du chantage. Elle nous prend en otage pour une prime. Mark abattit sa main sur la table avec une telle force que les tasses de café en tremblèrent. Non, Greg. C'est toi qui as pris l'entreprise en otage le jour où tu as décidé de couper sa rémunération. C'est toi qui as déclenché la clause. C'est toi qui as provoqué ça. La salle se scinda aussitôt. Certains plaidaient pour céder immédiatement à mes exigences. D'autres s'affolaient du précédent que cela pourrait créer. La voix de Carter, dans le haut-parleur, se tendait un peu plus chaque minute, ses investisseurs bombardant son téléphone, alors qu'il tentait de projeter une autorité calme qu'il n'avait plus. Pendant ce temps, Greg s'agitait, répétant que l'IT pourrait bien contourner le système, qu'un ingénieur finirait forcément par neutraliser ce que j'avais construit. Mais tous les tests avaient échoué. Chaque requête renvoyait la même ligne implacable. Licence non reconnue. Contacter le titulaire du compte. Même le service juridique avait perdu patience face à ces protestations. Rebecca Lee le coupa sèchement. Ce n'est pas une question de technologie, c'est un accord légal qu'elle a conçu avec une clairvoyance que vous avez tous ignorée. Vous pouvez juger cela injuste, mais c'est exécutoire. Le silence qui suivit fut suffocant. Les épaules de Greg s'affaissèrent, son rictus avait disparu, sa position s'effondrait sous le poids de sa propre arrogance. Pendant 2 ans, il m'avait relégué au rang de simple analyste, le genre de personne qu'il croyait pouvoir effacer d'un seul email. Désormais, devant ses pairs, il apparaissait comme l'homme qui avait conduit une entreprise de plusieurs milliards à genoux à cause d'une décision de politique interne. L'échec des négociations était inévitable. Il n'avait plus d'effet de levier, plus d'issue, plus aucun bouc émissaire derrière lequel se cacher. Tout ce qu'il leur restait, c'était moi. La conformité arriva avec bien moins de fracas qu'il ne l'avait imaginé. Pas de discours, pas de miracle de dernière minute, pas de pirouette juridique ou technique capable de les libérer du piège dans lequel ils s'étaient enfermés. À 18h42, le lendemain, une confirmation de virement chiffré apparut dans ma boîte de réception. Ma prime retenue, augmentée de la pénalité de 40%, stipulée dans le projet de mon avocat, avait été versée intégralement.
En pièce jointe, un second document, un accord signé transférant définitivement la licence à l'entreprise contre un rachat à 6 chiffres, négocié à mes conditions. Et, presque comme une formalité, un brouillon de discours que Carter Hayes devait lire lors de la prochaine Assemblée générale. Nous tenons à reconnaître Rebecca Cole, dont la vision et la conception ont rendu notre système analytique possible. 3 pages de signatures de suivaient, PDG, CFO, juridique, RH, tous parfaitement conscients qu'ils n'avaient plus d'autre choix. Les tableaux de bord restaient encore éteints, les messages d'erreur clignotant à travers les étages de bureaux, mais je ne rétablis pas le système tout de suite. Je laissais planer le silence un peu plus longtemps, juste assez pour qu'ils ressentent le poids de ce qu'ils avaient perdu et le prix payé pour le retrouver. Quelque part dans ce bâtiment, Greg Turner voyait sa carrière s'effondrer en direct, ses pairs ne le considérant plus comme un manager, mais comme l'homme qui avait presque coulé l'entreprise d'un seul choix arrogant. La conformité n'était pas une question d'argent, même si j'ai encaissé chaque centime. Ce n'était pas une question de licence, même si je l'ai vendue à mes conditions. C'était ce moment précis où ceux qui m'avaient effacé furent obligés d'épeler mon nom à haute voix, noir sur blanc, en reconnaissant la base sur laquelle ils avaient bâti leur succès. Ils ne se sont pas contentés de me payer, ils ont admis la vérité. La réflexion finale n'a jamais eu pour but de décrocher des gros titres ni d'humilier qui que ce soit devant tout le bureau. Il s'agissait de prouver que l'effacement a un prix. Ils pensaient que l'annulation de ma prime n'était qu'une note de bas de page, mais cela devint la fissure qui révéla toute la fragilité de leur fondation. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, de promotion, ni même de leur gratitude. Ce qui comptait, c'était qu'ils comprennent que le système dont ils dépendaient existait parce que je l'avais construit et parce que j'avais choisi de me protéger. La réflexion finale est simple, ne confondez jamais le silence avec l'impuissance. La plus petite voix peut détenir l'interrupteur qui maintient tout en vie. Ils pensaient me réduire au silence par une décision négligente, mais en réalité, ils déclenchaient une tempête que j'avais préparée des années auparavant. Une tempête qui transforma leur fierté en panique, leur autorité en désespoir, et leur soi-disant politique en larmes même qui détruisit leur illusion de contrôle. Dans la vie, la trahison n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice. Elle se glisse en silence par une prime coupée, un nom effacé ou un licenciement désinvolte de la part de quelqu'un qui croit que vous allez simplement accepter d'être oublié. Mon histoire, en tant que Rebecca, n'était pas de démanteler une entreprise ni de tout réduire en cendres. Il s'agissait de s'assurer que l'arrogance est un prix. La véritable leçon est simple, la préparation et la clairvoyance sont plus puissantes que la colère. Plutôt que de crier ou de réclamer une reconnaissance immédiate, j'ai fait confiance aux garde-fous que j'avais intégrés à mon travail. Quand le système s'est effondré, ce n'était pas du sabotage, c'était leur négligence qui leur revenait en plein visage. Pour quiconque dans le monde du travail aujourd'hui, le message est clair. Ne cédez jamais tout votre levier et ne laissez jamais quelqu'un vous convaincre que vos contributions sont jetables. Protégez votre valeur, archivez vos réalisations et comprenez les systèmes que vous créez mieux que quiconque. Car le pouvoir silencieux, utilisé au bon moment, parle plus fort que n'importe quelle protestation. La revanche n'est pas toujours de réduire ses ennemis en miettes. Parfois, il suffit de les obliger à se regarder dans le miroir et à reconnaître ce qu'ils ont tenté d'effacer. La justice peut se mesurer en responsabilité, pas en destruction. Comment commencer dès aujourd'hui? 1. Documentez vos contributions et conservez des traces personnelles. 2. Apprenez les contrats et accords liés à votre travail. 3. Mettez en place des garde-fous professionnels, même modestes, pour protéger votre valeur. 4. N'agissez pas dans la colère, planifiez dans la clarté. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Commentez ci-dessous, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous pour d'autres leçons de pouvoir silencieux et de véritable justice au travail.